Bonjour tout le monde, le cours va commencer, c'est parti. Euh, Bon, du coup, l'interface de Blender, je pense que tout le monde la connaît, à peu près. Je vais quand même expliquer les bases. Euh, quand on commence un nouveau projet Blender, on se retrouve avec donc le cube par défaut, ici. Et donc il y a tout ce qui est timeline ici, donc si vous faites de l'animation, ça sera ici que ça se passera. Euh, donc les contrôles pour tourner autour du cube, c'est un clic sur la molette. Donc on appuie et on peut glisser pour tourner. Si vous faites Shift et clic molette, on peut pan. Donc c'est se déplacer horizontalement et verticalement par rapport à la vue. Euh, Contrôle et clic molette pour faire des zooms précis. Sinon ça marche aussi juste en scrollant la molette. Voilà. Donc on peut donc scroll, orbiter avec le clic molette autour des objets, se déplacer avec pan. Quoi d'autre? Ouais, je crois que c'est à peu près tout pour la base. En fait, ça permet de juste se tourner comme ça. Il existe aussi un raccourci pour focus un objet. Par exemple, si vous avez... donc là, je vais dupliquer l'objet avec Shift D. Là, j'ai deux cubes. Et si je veux aller sur celui-là, en fait, il existe un raccourci pour focus cet objet. Donc si vous avez un pavé numérique, c'est le petit point du pavé numérique qui sert à focus les objets. Comme ça, on se retrouve directement sur leur centre pour orbiter autour. Voilà. C'est assez pratique, genre si j'ai des objets, genre je duplique plein de cubes, j'ai des objets très loin, genre j'ai du mal à les voir, genre par exemple je veux les voir sur le cube qui est en haut, je fais point, voilà. Si vous n'avez pas de pavé numérique, ça se trouve dans View, Frame Selected, et en fait dans Blender vous avez accès au Quick Favorites, c'est en fait un petit menu de raccourcis personnalisé. Si vous faites clic droit, vous pouvez l'ajouter au Quick Favorites. Et du coup, les Quick Favorites, ça permet que quand vous appuyez sur Q, vous avez une liste de vos outils préférés que vous utilisez tout le temps. Donc par exemple, moi j'avais mis aussi Frame Selected quelque part, je crois, ou quelque chose comme ça, voilà, ici. Et donc voilà, je peux juste voir le cube comme ça en passant par ça si je n'ai pas de pavé numérique. Ça peut être une bonne solution de secours. Voilà pour la base de la navigation. Est-ce que j'oublie des choses? Donc oui, sur le côté, vous avez les outils. Donc de base, je crois que c'est comme ça. Mais vous pouvez agrandir pour avoir les informations sur qu'est-ce que fait l'outil. D'ailleurs, il y a même des traductions. Pour les traductions, je vais montrer peut-être ça aussi juste après. Mais vous pouvez avoir avec les infos bulles, du coup, des infos sur qu'est-ce que fait cet outil. Et quand vous cliquez dessus, donc vous sélectionnez l'outil en question. Bon, moi j'en ai un peu plus parce qu'il y a des add-ons, mais voilà, c'est un peu l'idée. Je vais vite fait aller dans les préférences justement pour expliquer les traductions si jamais vous en avez besoin. Donc si on va dans donc les préférences, donc Edit préférences, il y a dans Blender, dans Interface. Dans Interface, vous avez la catégorie langage et vous pouvez par exemple choisir le français et mettre juste les tooltips. Personnellement, je ne vous conseille pas de mettre l'interface en français, même si c'est possible, que les tutos en général sont avec une interface en anglais et ça devient plus complexe pour les comprendre. Par contre, c'est ok de mettre les tooltips parce que ça permet juste de voir des infos sur quelque chose qu'on le survole. Voilà, est-ce que jusque-là ça va? Ok, parfait. Je fais un petit détour par là aussi d'ailleurs. Dans les préférences, si vous avez une carte graphique, vous pouvez activer pour le moteur de rendu réaliste, donc Cycles, c'est du ray tracing, donc un peu comme du RTX, tout ça. Vous pouvez activer votre GPU pour faire le rendu. Enfin, ça c'est un truc pour utiliser le GPU. Si vous êtes sur Nvidia, c'est CUDA ou Optix, et je crois que HIP, ça doit être pour AMD ou quelque chose comme ça. Je connais pas les autres, mais en tout cas, il y en a un des quatre qui peut vous servir. Mais normalement, c'est CUDA et Optix si vous êtes sur Nvidia. Et vous pouvez me cocher votre processeur si vous voulez que le processeur aussi fasse des rendus. Voilà, ça c'est une petite info. Petite info en plus si vous voulez passer à Vulkan, mais ça après, si vous voulez, c'est pas obligatoire, je vais peut-être pas l'expliquer ça, mais voilà. Mais il faut redémarrer si vous passez sur Vulkan. Ok. Quoi d'autre? Donc il y a des thèmes, il y a plein de choses. Dans les add-ons, il y a plusieurs add-ons qui sont en fait dans Blender par exemple par défaut. Bon là j'en ai en plus, mais que vous pouvez installer et tout ça. Et maintenant il y a aussi une deuxième catégorie pour les add-ons qui en fait sont des add-ons qu'on récupère d'internet et qui peuvent se mettre à jour automatiquement. D'ailleurs là j'en ai plein qui sont pas à jour. Je peux les mettre à jour si je veux.
Et donc, il y a un site qui s'appelle blender.extension.org, je crois, ou quelque chose du genre. Et vous pouvez voir les extensions, leur description, etc. Ou juste chercher leur nom ici, et ça se mettra, c'est synchronisé en fait avec le site. Ça permet donc d'avoir des add-ons sympas. Par exemple, le UQPaint, c'est pas mal. C'est un peu comme Sense Painter, si vous connaissez, en fait, qui est intégré dans Blender. Donc en fait, on a un système de calque, etc. pour faire de la texture. Mais je vais pas expliquer tout ça aujourd'hui, j'avoue. Là, je vais faire vraiment les bases. Voilà, donc c'était un petit détour sur les paramètres. Il y a plein de trucs que je vais pas expliquer parce qu'on n'a pas le temps. Mais voilà. Euh, donc, une fois dans la vue, pour ajouter des objets, ah non, j'ai oublié de parler de la sélection aussi. Alors la sélection, il y a deux choix. En fait, si vous êtes de l'ancienne école de Blender, c'était clic droit pour sélectionner des objets. Donc moi, ça sera souvent clic droit parce que j'ai l'habitude. Mais sinon, maintenant par défaut, c'est clic gauche, pardon. C'est clic gauche. Et donc avec clic gauche, normalement, vous pouvez sélectionner des objets. Shift et clic, donc gauche pour vous ou droit pour moi, pour ajouter à la sélection des objets. Donc là, je peux sélectionner plusieurs cubes en même temps. Et si j'utilise les outils ici, je peux les bouger. Donc là, je peux en sélectionner par exemple juste deux, les bouger en hauteur. Un, le bouger comme ça. Voilà, sachant qu'il y a des raccourcis sur chacun des outils. Donc les raccourcis, quand vous survolez, ils sont écrits. Donc par exemple, pour bouger, c'est G pour grab. Donc c'est comme si vous attrapiez l'objet et vous le bougiez. Donc là, je tiens la main. D'ailleurs, en haut, il y a les informations qui sont affichées pour savoir de combien je le bouge en X, en Y et en Z. Donc X, Y et Z, bien sûr, bon, je précise, mais c'est les axes. Donc X, c'est l'axe rouge. Y, c'est l'axe jaune. Et ici, c'est ici représenté là. Et dans Blender, du coup, Z, c'est l'axe du haut. Et donc, si vous voulez bouger des objets, vous pouvez aussi utiliser ces axes-là. Donc là, je bouge que sur l'axe Y, l'axe X ici, et là, l'axe Z. Par exemple, dans l'outil Move, il y a aussi ces petits carrés. En fait, c'est pour bouger sur deux axes en même temps, mais en exclure un troisième. Donc là, par exemple, si vous avez quelque chose sur un seul, par exemple, vous utilisez ça, et là, il bouge sur X et Y, mais il ne va pas bouger en hauteur. Donc comme ça vous permet, par exemple, de bouger une chaise sur un seul. Ça, par exemple, genre si je mets un cube sur un autre cube ou un bail du genre, si je veux que mon cube bouge par-dessus l'autre cube, je fais ça, et il va pas commencer à rentrer à l'intérieur du cube plus qu'il n'y est déjà en fait. Ça peut être pratique aussi donc pour bouger des objets sur une surface plate ou des baies du genre. Mais ça marche aussi donc sur le côté, si c'est un truc sur un mur de ce sens-là aussi. Voilà. Et en fait, il y a des raccourcis pour ça dans Blender. Donc quand je fais G, si je appuie sur X, en fait, je vais contraindre l'objet à bouger sur l'axe X. Là, c'est comme si j'ai cliqué sur cette flèche. Je refaire G et X, ça permet juste de contraindre sans passer par l'interface. Pareil pour G et Y, G et Z, voilà. Et pour faire le petit truc du carré, c'est G, Shift et Z. En fait, on va faire Shift pour exclure un axe. Donc là, je bouge sur tous les axes sauf Z que j'ai exclu. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Si je fais G, Shift, Y, je bouge sur tous les axes sauf Y. Voilà. Donc c'est logique un peu de contrôle, elle se réplique un peu sur tout. Par exemple pour la rotation aussi, la rotation c'est R pour rotation. Si je fais R, X, je bouge que sur l'axe X, R, Shift, X, je bouge sur tous les axes sauf X normalement. Quelque chose du genre. Voilà. Donc oui, la rotation c'est R. G pour bouger, je rappelle. R pour la rotation. Et pour agrandir les objets, c'est S pour scale. Donc quand je fais S, je peux agrandir ou rétrécir mon cube. Et comme pour les autres, si je fais SX, j'agrandis le cube que sur X. Si je fais SY, je l'agrandis que sur Y. Si je fais S Shift Z par exemple, j'agrandis sur tous les axes, sauf sur Z. Là par exemple, si je veux faire un pilier, ça peut être pas mal. Hop, là j'ai un pilier, Shift D, je duplique, je le bouge sur tout sauf Z. Shift D, je le duplique, je le bouge sur tout sur Z. Et là en fait j'ai genre 3 piliers qui sont à la même hauteur. Voilà, bon j'espère que c'était assez digeste. Après ça, donc oui, il y a les petits widgets sur les côtés que je vais expliquer aussi. En fait, c'est notamment si vous n'avez pas de souris, par exemple, si vous n'avez pas de souris à molette ou des trucs comme ça, vous pouvez cliquer sur les widgets pour orbiter. Donc comme le clic molette,
Il y a aussi les vues orthogonales, on appelle ça, je crois, qui permettent en fait d'avoir des vues avec des longueurs qui sont comme quand vous faites du design, pardon, avec toutes les longueurs qui sont des vraies longueurs. Donc c'est comme quand on fait de la perspective isométrique, notamment. Donc comme ça, on peut voir les objets vus de face, vus de profil. Et genre c'est vraiment, ils ont la vraie longueur, il n'y a pas de déformation par la perspective en fait. C'est ça que je veux dire. Donc ça peut être pas mal si vous devez éditer un objet de face par exemple, vous faites cliquer dessus. Sachant qu'il y a aussi des raccourcis pour ça. Si vous faites 1, vous allez sur la vue de côté, 1 du pavé numérique, hein, je précise. Si vous faites 3, vous avez vue de face, et si vous faites 7, vous avez vue d'en haut. Voilà. Et Shift 1 pour aller de l'autre côté, Shift 3 pour aller de l'autre côté. Enfin, en gros, il y a le côté 1 et le côté 2 avec Shift. Ça. Genre le dessus avec 7 et le dessous avec Shift 7, par exemple. Si je dis pas de bêtises. Ctrl 7. Peut-être Ctrl 7, ouais, c'est Ctrl 7. Autant pour moi. Il y a 7, voilà, et Ctrl 7. Le Shift, je sais plus pourquoi c'est. Bref. Voilà, donc oui, c'est Ctrl. C'est Ctrl. Pour aller sur la vue, la face inverse de là où le raccourci envoie de base. Je sais pas du tout si je suis clair. Mais du coup, voilà. Donc par exemple, si je veux vue de face, je peux. Enfin, c'est plus 3. Vue de face, donc là je suis aligné à l'axe X, le petit widget me le dit. Si je fais CTRL 3, je suis aligné à l'axe -X, donc l'inverse de X. Ça c'est un peu plus clair là. Donc le pan aussi, donc le shift et clic molette, c'est aussi accessible avec la petite main. Ça peut être pratique aussi. Et le zoom est accessible avec la petite loupe. Et ensuite on a aussi accès à la caméra. Donc là j'ai une caméra, ça c'est une caméra. On la reconnaît parce qu'il y a le petit carré et puis il y a le petit triangle au-dessus. D'ailleurs quand le triangle est rempli, c'est-à-dire que c'est la caméra active. Si je la duplique, en fait on voit que c'est une caméra aussi, mais le carré est pas rempli, enfin le triangle n'est pas rempli. En fait c'est une caméra qui n'est pas active et que juste elle sera pas utilisée. Donc je vais pas expliquer pour l'instant comment je switch de caméra et tout ça, c'est pas le moment je pense, mais je pourrais expliquer plus tard. Voilà, je vais supprimer. Oui, pour supprimer c'est X d'ailleurs, ou supr. Supr ça supprime direct, alors que X ça vous demande de supprimer. Donc c'est pas mal de faire X pour éviter des erreurs. De supprimer des trucs qu'on voulait pas supprimer de base, ça peut être pas mal. Et puis aussi c'est plus près de la main gauche. Voilà. Et on a aussi une light d'ailleurs de base. Mais je viendrai sur les paramètres de rendu un peu plus tard. Donc voilà, j'ai fait les cubes. Ah oui, il y a la vue. Donc oui, la vue caméra. Donc on clique dessus, on se retrouve dans la caméra qui était là. Le raccourci pour ça, c'est 0, d'ailleurs, sur le pavé numérique. Donc là, je suis dans la caméra. Là, je suis plus dans la caméra. Et si je mets un cube, d'ailleurs, comme ça on peut le voir. Hop, là, je vois le cube. Voilà. Et donc la caméra est délimitée par ce petit rectangle. Ouais, le raccourci pour sortir et rentrer de la caméra, c'est le petit 0 sur le pavé numérique. C'est le petit bouton ici de caméra. Voilà. D'ailleurs, je vais expliquer un autre truc juste après. Donc, oui, la vue orthographique, donc la vue plus design, genre comme de l'isométrie, où toutes les longueurs sont équivalentes, c'est ici qu'on peut l'activer. Donc là, il y a une déformation de perspective, là, il n'y en a pas. Donc là, littéralement, le cube, il a toutes ces arêtes qui sont de la même longueur. Alors que là, c'est déformé par la perspective, et du coup, cette arête-là est plus fine que celle, enfin, est plus petite que celle-ci. Parce que la perspective déforme. Donc voilà, ça permet de switcher sur des vues comme ça. Donc c'est une vue qui est pas du tout naturelle, mais ça peut être utile à certains moments pour voir des longueurs ou des trucs comme ça. Le raccourci pour ça sur le pavé numérique, c'est 5. Donc si vous appuyez sur 5, vous pouvez switch entre la vue panoramique, on appelle ça, enfin perspective, et la vue orthographique, qui est ici. Donc la vue est affichée aussi ici. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite, peut être important aussi à voir. Oui, il y a un curseur 3D aussi, ça peut servir. Le curseur 3D, bon, ça vous servira peut-être pas pour beaucoup. Sachez juste que le curseur 3D, c'est là où s'ajoutent les objets. Donc quand vous ajouterez des objets, il se mettra sur le curseur 3D. Donc si vous cliquez, vous mettez le curseur loin, mais l'objet il partira à cet endroit-là. Voilà. Il y a un bouton pour
pour remettre le curseur 3D au centre de la scène, si vous avez la sélection au clic gauche, vous pouvez faire un clic droit, je crois. Ça vous donnera un menu comme celui-là. Et vous faites cette origine. Non, c'est pas cette origine, c'est Snap. Voilà, Snap, cursor to World Origin. Comme ça, il revient à 0, 0, 0, curseur. C'est aussi accessible par... voilà, dans la catégorie Object, Snap. Et voilà, vous pouvez snap le curseur à l'origine du monde. Mais ça peut aussi se snap sur un objet. Donc si vous faites cursor to selected, vous pouvez mettre le curseur sur un objet ou d'autres options. Ça peut être utile dans certains cas pour par exemple mettre un objet sur un autre objet ou des choses comme ça. D'ailleurs, pour ajouter des objets, c'est Shift A ou le petit menu qui est ici aussi. Mais Shift A c'est le plus rapide. Et donc là, bon, moi j'ai des add-ons donc j'ai des trucs en plus. Mais de base, vous devez avoir Mesh, Curve, Surface, Metable, pardon. Text, Point Cloud et d'autres options. Si vous allez dans Mesh, vous avez plusieurs options de mesh de base en fait, qui sont fournies par Blender. Donc de base on avait un cube, mais si je veux, je peux ajouter une sphère par exemple. Et vous avez des petits menus comme ça qui vous permettent de paramétrer vos sphères ou autres objets, parce que c'est des objets du coup qui sont paramétriques. Donc par exemple si je veux 16 segments au lieu de 32, ben, je peux ajuster, je peux choisir en fait le nombre de segments. Ça peut être intéressant notamment si vous faites du low poly, parce que 32 et 16 c'est peut-être trop pour faire du low poly. Mais voilà, donc vous pouvez générer donc, des sphères avec ces paramètres-là. Donc moi je vais rester sur une sphère de base. Voilà, je peux la bouger. Si je fais Shift A, je peux ajouter d'autres trucs. Il y a aussi le singe, qui s'appelle Suzanne d'ailleurs, qui est un peu la mascotte de Blender. D'ailleurs, ça me fait penser, oui, quand vous faites une rotation, si vous rappuyez sur R une deuxième fois, pendant que vous êtes en train de faire une rotation, vous avez une rotation en mode trackball, qui est pas mal pour justement orienter naturellement des objets. Donc je vais le refaire. Donc là, j'ai fait R une seule fois. Si j'appuie une deuxième fois sur R, je peux faire des rotations un peu dans ce style-là. Pardon. Donc voilà, ça peut être pratique pour placer plein d'objets de façon différente, genre des livres, des bails du genre, ou des objets... Là, j'ai placé 3 Suzanne. Donc voilà, donc là on a plusieurs objets dans la scène. Je vais les sélectionner. Euh, on peut donc tourner autour. On peut les focus avec point. On peut les bouger. Voilà, donc ça c'est un peu les bases. Maintenant, je vais peut-être parler des modes. Parce que là, du coup, on était dans le mode Object Mode. Les modes sont expliqués ici en haut à gauche. En fait, on a plein de modes. On peut par exemple faire du sculpt, faire de l'édition, on peut faire du texturing, plein de choses. Je vais pas tout expliquer aujourd'hui. Je vais expliquer le mode de base, donc Object Mode. Et l'autre mode qui est très utilisé, c'est Edit Mode. Donc là, en fait, on peut plus sélectionner des objets autour, normalement. On peut que éditer l'objet que l'on a sélectionné. Voilà. Le raccourci pour passer en Edit Mode, d'ailleurs, c'est tabulation. Qui permet juste de switcher entre le mode normal et le mode edit rapidement. Donc c'est pas mal quand vous avez un objet à éditer rapidement, vous faites tab, vous êtes dedans. Sinon c'est ici, edit mode. Et en fait, comme vous pouvez le voir, alors je vais bouger les autres objets. Voilà. Si je veux éditer Suzanne, en fait, je vais pouvoir accéder à la géométrie même de Suzanne. Donc, si je fais un clic droit, plutôt que de sélectionner des objets, en fait, je peux commencer à sélectionner des points. Donc, des points, là, c'est parce que je suis en mode sélection de points. On a aussi un mode sélection d'arêtes. Donc, si je veux sélectionner des arêtes, je peux faire ça. Si je fais Shift, d'ailleurs, je peux sélectionner plusieurs arêtes. Donc là, j'ai sélectionné 4 arêtes. Et après, je cite donc la sélection de face, qui sélectionne du coup directement toutes les faces, donc 4 arêtes ici dans ce cas-là. Info importante, donc on a déjà vu la sélection multiple avec Shift. Il y a aussi, quand on est en edit mode, la sélection multiple avec CTRL, qui en fait va chercher le chemin le plus court entre deux faces. Si je fais CTRL clic droit, il va sélectionner de cette face à cette face, il va essayer de trouver le chemin le plus court entre ces deux faces. Donc ça peut être pas mal pour sélectionner plein de trucs en même temps. Donc on fait ça, 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 et j'ai sélectionné un bon morceau de la tête de Suzanne. Autre raccourci pas mal, si vous faites CTRL SHIFT, en fait il va former un carré entre le chemin le plus court et l'autre côté. C'est un peu dur à expliquer comme ça, je vais peut-être prendre une sphère, la sphère, pour l'expliquer. Donc en gros là, si je fais CTRL, il va faire un trait comme ça, il va chercher le chemin le plus court. Par contre, si je fais CTRL et SHIFT, il va sélectionner tout un carré.
entre le point d'origine et le point d'arrivée. Enfin, la phase d'origine et la phase d'arrivée, pardon. Pour les sélections, donc si je me remets en arrête, donc là vous voyez j'ai une sphère. Si la sphère je veux sélectionner par exemple, on a en fait on a plein de ronds, et les ronds c'est un peu embêtant à sélectionner si on fait avec contrôle, on est obligé de faire ça, ça, et puis on sélectionne des trucs qu'on veut pas sur le chemin. Il y a un raccourci qui existe pour sélectionner tout ce qui est un peu circulaire comme ça, c'est Alt, clic droit. Donc là j'ai pas sélectionné le bon, mais voilà. En fait on peut sélectionner tout un cercle d'un seul coup, en faisant Alt et clic droit. Si je fais Alt, Shift, clic droit, je peux en sélectionner plusieurs. Et comme ça, je sélectionne juste plein de cercles. Euh, Autre truc qui est assez cool, donc les touches que j'avais expliquées tout à l'heure pour justement bouger, donc tous les trucs comme ça, ils marchent aussi en edit mode. Donc si je fais S, B, Z, S, en fait je peux toujours éditer ma géométrie comme si je... avec les mêmes raccourcis en fait que le Blade mode. Là je peux juste modifier ma sphère en fonction de ce que je veux, en sélectionnant des loops. On appelle ça des loops hein, d'ailleurs, les edge loops, avec Alt et clic droit. Il existe aussi, je crois, Alt Shift. Voilà, Alt Shift ou un truc comme ça. Euh, je me trompe pas, hein. Non, voilà, c'est Alt Control. Ça sert à sélectionner pas les loops, mais justement les arêtes qui forment les loops. En gros, on a ce côté-là et Alt Control pour l'autre côté. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, on a là alors voilà, c'est les rings. Voilà, on a soit les rings, ça c'est ce qui est considéré comme les edge rings, et ça c'est les edge loops dans Blender. C'est juste de la dénomination. Vous pouvez aussi voir tout ce que j'ai expliqué là, c'est dans les outils de sélection ici, dans Select. On a Select Loops. Donc les Edge Loops, c'est Alt clic droit et CTRL Alt clic droit, donc le Edge Rings, c'est ça. Voilà, voilà. Il y a plein d'autres options de sélection, vous pourrez voir. Oui, il y a aussi le mode sélection en cercle, comme si vous étiez dans Photoshop. Donc là, il y a Select Box, on peut sélectionner avec une boîte. De base, c'est en sélection unique, donc là, il va rien ajouter. Genre, si je sélectionne ici, il va supprimer toute mon ancienne sélection. Mais vous avez plusieurs modes ici, donc le mode ajouter, soustraire, différence, intersection. Donc ça, c'est juste des paramètres de sélection classiques. Aussi, petit tips, quand il y a un petit triangle sur l'icône, c'est qu'il y a d'autres modes de sélection qui sont cachés en dessous. Donc si vous faites un clic prolongé sur le bouton, il y a par exemple la section en cercle qui est ici. Et donc là, plutôt que d'avoir une boîte, j'ai un cercle pour sélectionner mes faces. Enfin là, je suis sur le mode section arrête, je vais passer sur le mode section de face, ça plus par là. La sélection de cercle, elle marche en fait donc avec un clic normal, vous pouvez sélectionner des faces, et avec un clic molette, non, un clic droit, alors, je sais plus ce que c'est. Ah oui, non, c'est avec contrôle, vous pouvez supprimer de la sélection. Donc voilà, donc là je sélectionne, si je fais contrôle, je peux désélectionner. Alors, il faut savoir que c'est pas le même raccourci si vous faites le raccourci de cet outil-là, donc pour C, qui est le raccourci de cet outil, donc vous pouvez faire une sélection comme ça. Par contre, c'est le clic molette qui sert à désélectionner. C'est juste une petite subtilité à avoir. Personnellement, j'utilise jamais cet outil, j'utilise tout le temps le C, parce que c'est plus rapide, juste on fait C, et après on peut juste sélectionner des trucs, et clic molette pour désélectionner. Et surtout, c'est cumulatif. Ça, c'est cool. C'est que du coup, là, j'ai sélectionné des faces, et par exemple, si je veux enlever ces faces-là, hop, voilà. Le rayon se contrôle avec la molette, d'ailleurs. Donc si vous scrollez vers le haut ou vers le bas, vous pouvez sélectionner la taille du cercle. Si je veux sélectionner juste des faces comme ça à la main, j'ai un tout petit cercle, sinon si je veux sélectionner plein de faces, je fais comme ça. Voilà, ça c'était pour la sélection de faces. Oui, tout ce qui était donc edge loop, ça marche aussi avec des faces. Donc si je fais clic droit, hop, je vais sélectionner toutes les faces. Et voilà. Donc après oui, des fois ça peut tourner dans ce sens-là. Ça dépend en fait de l'angle de la face ou des trucs comme ça. Donc des fois il faut juste orbiter un peu autour pour essayer de la voir parce que si la face est très verticale, je crois, voilà. Là ça s'est mis comme ça. Donc bon, c'est des petites subtilités à avoir. Des fois qu'on fait deux fois le clic, ça sélectionne un des deux quoi. Mais voilà. Ça peut être un peu embêtant, mais normalement, si c'est bien orienté, vous ne devrez pas avoir trop de problèmes. Ok, donc ça c'était un peu rapide. Est-ce que ça va jusque-là? Ok, parfait.
Ensuite, donc pour les outils de modélisation de Blender, en fait, il y a tous les outils qui sont ici. Je vais montrer les principaux, les plus utilisés. Bon, on a des trucs pour ajouter des cubes et tout ça. Bon, ça c'est comme faire Shift A d'ailleurs. A aussi, on peut ajouter des cubes. Sauf que ceux-là, en fait, ils permettent directement de sélectionner une zone et d'ajouter sur un objet. Alors que le Shift A, il va rajouter sur l'origine. On a des outils de mesure, tout ça, je vais pas tout expliquer. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est notamment le extrude région. Donc en fait, si je sélectionne avec le cercle, par exemple, toute la partie haute, si je veux, je peux faire E ou le menu extrude région pour en fait sortir des faces de la surface. Donc c'est comme si je rajoutais de la géométrie à chaque fois que je fais E. Vous voyez, il rajoute des loops. En fait, je rajoute de la géométrie. Ça marche aussi donc sur une face seule, hein. Donc là, hop, je fais sortir une face en fait de la géométrie et elle est connectée à la géométrie existante. Donc ça peut être très cool. Par exemple, si je fais ça, c'est plutôt voilà ici. Si je fais E, voilà, je peux sélectionner, je peux sortir un rond directement de la géométrie. Je peux faire S. Voilà. Ça peut faire des formes sympas. Voilà, voilà. Donc voilà, ça c'est raccourci E ou avec extrude région. Extrude région, on vous rajoutera le petit widget d'ailleurs pour voir qu'est-ce que ça, enfin, vers où ça va pointer. Ça pointe toujours vers la normale, on appelle ça, de la face. La normale, en gros, c'est la direction perpendiculaire de la face, qui est représentée d'ailleurs par la petite flèche ici. Et de base, quand vous faites un extrude, ça va pointer automatiquement vers la normale de la face. Ça va sortir la face de la géométrie. Mais ce qui est cool justement avec les raccourcis, c'est que si je fais E et que je fais Y, je peux contraindre la face à partir, pas sur la normale, mais sur un axe. Donc voilà, là je l'ai fait partir vers Z, mais c'était déjà aligné à peu près vers Z. Mais si je fais ça là, celle-là elle part en diagonale, mais si je veux qu'elle parte vers le haut, vers Z. Donc là la face, même si elle est penchée, elle va pas partir vers la normale, mais elle va partir vers le haut. Pareil si je fais Y, pareil si je fais... non, si je fais X, et pareil si je fais Y, pardon. Ah. Donc d'abord je fais E, et si je veux la contraindre à un axe, je fais X, pardon. Voilà. Attention la caméra. Euh... hmm, Je pense pas que c'est possible comme ça. Ah ouais? C'est-à-dire, genre, je veux qu'elle parte. Là, je fais X, 20. Normalement, c'est là, ce que j'expliquais, c'était contraindre un axe, mais je sais pas si je vois de quoi tu parles. Après, tu peux la bouger derrière, hein. Tu peux la bouger derrière, mais je sais pas si je vois de quoi tu parles. Après, il y a des moyens sûrement de le faire, hein, mais je crois pas que j'ai expliqué là. Ou alors je l'ai fait inconsciemment, je sais pas. Et voilà. Euh, Quoi d'autre? Oui. Donc il y a aussi l'outil InsetFace qui est aussi très intéressant. Ça c'est incroyable pour faire notamment des trucs de science-fiction. En fait quand vous faites I ou InsetFace, vous pouvez en fait créer de la géométrie dans la géométrie. Je sais pas si c'est clair. En gros il va partir des bords pour aller vers le centre. Plutôt que faire un extrude comme ça là, lui il va essayer de trouver le chemin comme ça. Donc là je crée un nouveau cercle dans le cercle. Et ce qui est cool, c'est que, donc comme vous pouvez le voir, tout en bas de Blender, il y a toujours des options qui sont expliquées. Genre, quand vous avez un outil, si vous faites G par exemple, il y a plein d'options. Les options de raccourci sont expliquées en bas. Par exemple, si je fais X, il le dit, genre c'était contraindre des axes X, Y, Z. Shift X, Shift Z, tout ça, c'est pour contraindre sur un plan et pas sur un axe, etc., etc. Donc toutes les options sont toujours en bas. Et pour Inset, en fait, il y a une option sympa quand vous faites CTRL. Vous pouvez rajouter de la profondeur. Donc pour faire des un peu science-fiction, ça peut être pas mal. Que du coup, on peut rajouter de la profondeur en plus de pouvoir choisir la taille de l'inset en fait. Donc là, par exemple, si c'est un genre de réacteur, la partie sélectionnée, par exemple, elle est lumineuse, ça envoie de la lumière ou des bails du genre. Ça marche aussi pas mal sur, par exemple, si vous voulez faire un peu des formes, sur un cylindre, des bails du genre comme ça là, avec CTRL et I de inset.
juste gérer des trucs. Voilà, sachant on peut le faire en double. On peut le faire d'abord une fois pour réduire et ensuite une deuxième fois. Et donc là, je fais des trucs un peu comme des tuyaux, par exemple. Donc l'inset, entre l'extrude et l'inset, il y a déjà moyen de faire pas mal de choses. Il y a un autre outil qui est pas mal, c'est le bevel. Le bevel, c'est pour en fait, comment dire, adoucir une transition entre deux endroits. Par exemple, si je fais CTRL-B, qui est le raccourci de bevel, il va prendre la face qui est dure comme ça là, et rajouter de la géométrie pour faire une transition entre les deux. Sachant que avec la molette, on peut choisir le nombre euh, de, de géométrie qu'il va rajouter, donc de loops. Là, par exemple, si je monte, en fait, je peux avoir quelque chose de très doux et avoir une transition ronde entre la face du début et la face de fin. Donc voilà, ça c'est pas mal pour par exemple les tuyaux ou des trucs comme ça. Même pour faire des arrondis, genre par exemple si vous voulez faire un cylindre un peu arrondi comme ça, voilà. Et ça marche aussi dans l'autre sens d'ailleurs. C'est pas obligé de faire des bails comme ça, des arrondis dans ce sens-là, ça peut faire des arrondis dans l'autre sens aussi. Et donc voilà, là par exemple j'ai arrondi le bout et c'est pas du tout une coupure nette. D'ailleurs, dans la vie réelle, c'est rarement des coupures nettes sur les objets, donc c'est toujours bien de pouvoir mettre peut-être un bevel à certains endroits pour éviter l'aspect très uncanny en fait de la géométrie. Voilà, ça peut être un petit tips comme ça. Euh, le bevel aussi, il a plein d'options que je vais peut-être pas tout expliquer, mais vous pouvez choisir donc le nombre de segments. Ah oui, j'ai oublié de préciser, avec Shift en fait, dans tous les modes, Shift ça permet de faire des mouvements de précision. Donc quand je bouge comme ça bouge très vite, mais quand je fais Shift, ça va bouger beaucoup plus lentement. Et donc j'ai plus de précision pour faire mes mouvements. Ça marche pour G, ça marche pour R, pour S, ça marche pour à peu près tout d'ailleurs, en Blender. Quand vous voulez de la précision, en général vous faites Shift quand vous êtes en train d'utiliser un outil. Ce qui est cool dans le bevel, c'est qu'il y a aussi un profil. Voilà, donc en fait on peut choisir le profil du bevel. Donc de base c'est un profil incurvé classique, mais par exemple si je veux faire ressortir la géométrie, hop, et là, plutôt que d'avoir fait un profil incurvé, j'ai fait ressortir de la géométrie du bevel. C'est le raccourci P, pardon, j'ai oublié de le préciser. Donc là, hop, je fais ça. Et d'ailleurs, il garde en mémoire le profil d'ailleurs. Donc là, hop, si je reviens sur un profil normal, je crois que de base c'est à 0.5. Oui, on peut écrire les valeurs directes. D'ailleurs, dans Blender, partout. Blender peut vous faire les calculs. Genre si vous avez des calculs de géométrie, par exemple, si vous devez faire... par exemple, si je bougeais ce point de 1 moins 0,5, en fait, il va directement faire le calcul automatiquement Blender, donc je peux juste écrire 5 moins 0,5. Des trucs comme ça. Donc ça peut être pas mal. Donc par exemple, là, si je bouge de 1, il va trop haut. Si je fais moins, il va descendre parce qu'il va faire moins 1. Et je fais 0,5. Et là, du coup, normalement, il devrait faire un truc entre les deux. Enfin, là, je crois qu'il a fait un truc plus grand, je sais pas trop ce qu'il a fait. Mais ouais, il y a moyen de faire des choses, faire calculer Blender en fait automatiquement pour vous plutôt que vous embêter avec les calculs. Ça peut être pas mal pour des distances ou des trucs comme ça. Oui, c'est toujours, ah, pardon. Toujours écrit en haut en fait. Là, quand je bouge, il y a des petits nombres ici là qui bougent. Et si j'écris 1, c'est écrit que je bouge de 1 mètre. Ensuite, si je fais moins 0,1, moins 0,5, là, j'ai pas l'impression qu'il marche bien. En fait, le moins, c'est pour inverser. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a moyen de voir les calculs qui sont faits. Ça, c'est vrai pour à peu près tout, je crois. Mais d'ailleurs, oui, ça marche aussi pour les valeurs. Par exemple, si là j'ai le numéro de ma frame actuelle. Là. Si je fais 10 plus 5, il va automatiquement passer à 15. En fait, on peut mettre des calculs, on peut même mettre des calculs très complexes, genre par exemple 10 fois 5 divisé par 5. Bon, ça fait 10 forcément, mais, mais voilà, il y a moyen de mettre des calculs. On peut même faire du cosinus, genre cosinus 50. Ah oui, mais non, les cosinus, c'est un peu compliqué parce que si je fais cosinus 50 fois 100, voilà. À vérifier si c'est bien 96 ou un B du genre, mais normalement, il fait les calculs en tout cas. Ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui. Donc je vais revenir sur le bevel. Si je fais un bevel ici, si je l'applique
Genre si je fais un clic gauche pour appliquer le bevel, parce que oui, j'ai oublié de préciser, mais les clics droits, ça annule l'action en cours. Si je fais ça et que je fais clic droit, hop, j'annule ce que je fais. Et ça, c'est pour tous les outils, pour tous les raccourcis. Quand je bouge un objet et que je fais clic droit, je le remets à sa position initiale. Et quand je fais clic gauche, je valide sa position. C'est juste de base de Blender. Donc si je refais un bevel, en fait j'ai toutes les options du bevel ici qui sont accessibles. Donc des fois c'est tout petit, hein, d'agrandir, mais je peux accéder à le nombre de segments, après coup, le profil. Je peux accéder aussi à plein d'options un peu plus complexes que je vais peut-être pas expliquer ici. Mais voilà, en fait on a accès à plein de choses. On peut aussi faire du vertex seulement, enfin du bevel sur des vertex seulement ou des bails du genre. Voilà, après ça, je pense que ça sera à vous de tester pour voir les options qui vous intéressent. Mais pour tous les outils en fait, qu'on utilise, il y a toujours un petit menu de paramètres après avoir effectué une action. Voilà. Donc ça c'était pour le bevel. Je vais repasser sur un cube pour la suite. Faire un bevel sur le cube d'ailleurs. Un cube arrondi comme ça. Ensuite il y a les loop cuts. Les loop cuts c'est pour ajouter de la géométrie en cut, justement en loop. En fait, CTRL R qui est le raccourci de loop cut, vous pouvez ajouter des cuts dans le cube. Donc là, imaginons, je veux rajouter 2 cuts, je monte la molette, et tout en haut, il me dit que cut 2, smoothness c'est 0, parce que du coup, je suis à 2 cuts, là 3 cuts, 4 cuts, 5 cuts, etc., etc. On peut écrire aussi le nombre de cuts, donc là j'écris 5, là j'écris 3, 7, voilà. Donc là, si j'applique les cuts, après je peux les bouger. En fait, Blender permet de slider les cuts d'un côté à l'autre de la géométrie. Donc voilà, si vous voulez juste qu'ils soient au centre, vous faites un clic droit, et hop, les cuts seront au centre. Voilà, je vais refaire des cuts, hop, le cut, hop, le cut, et là du coup on a un peu un Rubik's Cube quoi. Enfin, j'exagère, mais vous avez de la géométrie sur toutes les faces. Donc ça peut être une façon aussi d'ajouter de la géométrie, notamment sur des objets circulaires. Par contre, oui, les cuts, il faut que. Genre ça ne s'applique que si la géométrie permet des cuts circulaires. Un peu. Genre si ça boucle. Si ça boucle pas, vous aurez des problèmes. Genre des fois, s'il y a des faces qui manquent ou des trucs comme ça peut bloquer le loop cut. Euh, Juste un truc à avoir en tête. Et voilà, et après on peut faire un inset. Ah oui, un autre truc que j'ai pas montré sur l'inset. Le inset, donc de base, ça prend toutes les faces et ça va essayer de les rapetisser. Donc ça peut faire des résultats bizarres, genre si vous allez trop loin dans le inset, c'est bizarre. Mais sinon c'est pas mal quand même pour faire des approximations. Et après, si vous appuyez sur I une deuxième fois, vous pouvez faire des insets par face individuelle. Par exemple, si je veux un genre de Rubik's Cube, hop, je peux faire sortir les faces du Rubik's Cube. Ouais, donc je suis sur le inset, j'ai fait I une fois, et quand j'appuie sur I une deuxième fois, il passe en mode individuel. D'ailleurs, c'est écrit en bas de l'écran, ici là. Enfin, j'arrive pas à y aller, mais c'est écrit en bas de l'écran. Et, de ce côté-là, quand je fais voilà, double I, là il est activé, là il est désactivé, ça s'affiche tout en bas de l'écran. Voilà. Et donc ça peut permettre de faire par exemple, des vitres, ça peut être pas mal pour des vitres. Alors là par exemple, j'ai pris toutes les faces, j'ai voulu faire un petit truc de vitre pour voir à travers, mais que ça soit quand même un peu enfin, physiquement correct quoi. Et ça peut donner de la géométrie sympa en tout cas. Après je peux faire un extrude en plus, et là genre j'ai un canon quoi, par exemple. Un truc comme ça. Donc ça peut être très pratique pour très vite avoir de la géométrie dans Blender. Voilà, donc mélanger les loop cuts à plein de trucs. Euh, Tout ce que j'ai expliqué avant, ça permet déjà de modéliser pas mal dans Blender, de faire plein de choses. Voilà. Après, il existe plein d'autres trucs que je vais peut-être pas expliquer parce que c'est des outils qu'on utilise moins et c'est peut-être pour de la modé plus avancée, mais effectivement, il y a par exemple le couteau qui peut vous permettre de couper à la main dans la géométrie. C'est pas forcément de la modélisation très propre parce que du coup, ça fait des triangles dans tous les sens et en général, on évite les triangles quand même. Enfin, en général, pour l'animation en tout cas. Pas grave. Mais donc voilà, ça c'est possible. Il y a Polybuild qui permet de créer des faces et tout ça. Enfin, j'utilise tellement peu que je ne sais pas trop l'utiliser, mais en gros, ça peut vous permettre de recréer des faces ou des bails du genre. Après, moi j'ai des add-ons Polyquid, c'est un add-on et tout ça. Spin, c'est pour faire. Donc si je rajoute un. Je vais vous montrer Spin quand même, c'est pas mal. Euh,
Là, j'ai un cercle, j'ai ajouté un cercle. Donc j'ai plein de points que je peux sélectionner. Je vais en supprimer une bonne partie. Je vais garder juste un quart de cercle. Oui, pour supprimer d'ailleurs, c'est toujours X, même dans le mode edit. Et dans le mode edit, quand vous faites X, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous supprimez. Est-ce que vous supprimez juste les points, vertices, les arêtes, edge, ou les faces, etc., etc., etc. Donc il y a plein d'options que je ne vais pas tout expliquer. Mais là, par exemple, je veux supprimer juste les points. Et donc je garde que ce truc-là. Donc maintenant que j'ai ça, j'ai spin. Spin qui se fait par rapport au curseur 3D d'ailleurs. Donc là, le curseur 3D est là-bas, donc le spin a pour origine ce truc-là. Donc déjà on voit que en fait ça va orbiter, la géométrie va orbiter autour du point de pivot qui est le curseur 3D. Là si je fais un 360 par exemple, en fait on fait un tour complet en utilisant la géométrie comme base. Et ensuite on peut choisir le nombre de steps, etc. etc. Donc ça c'est pour faire des choses très circulaires. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais rapprocher ça, ça, centre, faire une rotation, hop, hop, pas très bon ce que je fais mais voilà. Donc là si je fais un spin, en fait ça peut permettre de faire des choses très circulaires. Par exemple si vous avez des vases, vous faites juste le profil du vase et vous pouvez directement voir le vase terminé en quelques clics parce que le spin c'est comme une révolution en fait, une révolution de la géométrie. Ça peut être pas mal. Il y a d'autres options et tout ça. Mais voilà, donc là j'ai fait une genre de parabole juste en utilisant un cercle courbé quoi. Ça c'est pas mal. Autre option, donc là je suis repassé en object mode. Quand vous avez de la géométrie qui vous gêne, par exemple vous avez deux objets qui se superposent, vous devez éditer par exemple l'objet qui est à l'intérieur. Donc par exemple, ce que je peux faire c'est H pour cacher l'objet. Et là, dans ce qu'on appelle l'outliner, on voit qu'il y a le petit œil qui est décoché. Ça marche aussi comme ça. D'ailleurs, on peut faire cliquer et glisser pour cacher les objets à la suite ou les réafficher. Pas mal. Il y avait une question peut-être? Non. Ouais, H comme hide. Bon. CTRL Z pour l'annuler si on veut. Sinon, on peut faire Alt H. En général, pour annuler une action dans Blender, c'est Alt. Donc on fait H. Et si on veut rafficher tous les objets qui ont été cachés, on fait Alt H. Normalement, tout se raffiche. Voilà. Sachant qu'à ça, il y a aussi le mode local qui existe, qui est pas mal. Genre, si vous êtes en train de modéliser un objet et que vous voulez cacher tout le reste, faites la barre inclinée là sur le pavé numérique et ça vous passe en mode local. Donc là, tout disparaît. Rien n'est caché, c'est vraiment juste dans la vue, mais c'est juste une vue qui focus l'objet et qui vous permet de bosser sur lui le temps de finir quelque chose, quoi, pardon. Et ensuite, vous réappuyez sur tabulation et tout se raffiche. Voilà. C'est un mode spécifique à l'objet. D'ailleurs, vous pouvez sélectionner plusieurs objets, ça marche aussi, je crois. Voilà. Pareil pour le H, hein, d'ailleurs. Si vous sélectionnez plusieurs objets, que vous faites H, ça va cacher les deux. Shift H pour tout cacher sauf ces deux objets-là, d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour cacher tout ça. Je vais bouger Suzanne. Donc là, je vais revenir en edit mode. Euh, Imaginons que vous avez un objet un peu complexe, avec des trucs à l'intérieur et tout ça, et vous voulez éditer l'intérieur. Il y a plusieurs paramètres de rendu. En fait. De base, on est dans le paramètre solide, qui est donc la vue de base, qui n'est pas une vue de rendu, mais une vue de prévisualisation. On a aussi la vue de LooksDev, on appelle ça. C'est une vue entre, c'est presque du rendu final, mais c'est pas l'éclairage final, c'est pas l'environnement final, c'est juste pour prévisualiser par exemple des matériaux, des trucs comme ça. Et ensuite ici, c'est la dernière, c'est pour visualiser la vue finale. Bon là, moi j'ai une vue à 360 degrés parce que j'ai mis ça, mais je vais l'enlever d'ailleurs. De base, vous avez un truc gris, normalement. Donc là, le dernier, c'est le rendu final, qui est dans le moteur de rendu d'ailleurs, Eevee, qui est donc le moteur de rendu en temps réel de Blender. Et donc quand vous orbitez, en fait, vous pouvez voir, donc il y a des ombres projetées, il y a du shading et tout ça. Et donc la light, si je bouge la light, ça bouge en temps réel. Ça c'est pas mal. Bon, des trucs, donc c'est un peu comme si c'était dans un moteur de jeu. Effectivement, c'est à peu près la même chose. Voilà. Le raccourci pour changer de mode de vue, c'est Z, et ça vous ouvre ce petit menu.
et vous pouvez juste orienter votre souris vers l'endroit où vous voulez aller. Donc là, si je repars en solide, je fais ça, je fais Z une fois, et quand je relâche Z et que ma souris est du côté, en fait, voilà. Et donc le mode que je voulais montrer, c'est le mode wireframe, qui permet en fait de voir la géométrie, un peu comme dans les vieilles pubs pour des trucs informatiques, tout ça, à l'époque, en fait, on voyait souvent des quadrillages comme ça, c'est la géométrie, et ça peut permettre, en fait, le mode wireframe d'éditer des trucs qui sont derrière la géométrie. Donc quand on est en mode solide, genre les faces qui sont derrière là, je peux pas y accéder parce qu'il y a les faces devant. Mais quand je suis en mode wireframe, ben, je vois à travers ma géométrie en fait. Par exemple, si je veux sélectionner là, je veux sélectionner toutes les edge loops à partir de ici, hop, je peux. Ça peut être une technique pas mal, juste de passer d'un mode à l'autre comme ça. Techniquement, c'est du mode X-Ray. Genre, ça active le mode X-Ray qui est ici. Parce qu'on peut avoir du wireframe sans X-Ray, mais ça sert pas à grand chose. Et pareil, quand on est dans le mode solide, on peut faire le mode X-Ray aussi. Mais ça donne pas tout à fait les mêmes rendus. En fait, on garde des informations de surface. Donc ça peut être moins lisible, ça dépend en fait des utilisations. Alors, si vous voulez garder les informations de surface, vous pouvez juste cliquer ici pour le mode X-Ray. Effectivement. Et voilà, mais parfois, par exemple, si on se met vue de profil, tout ça, éditer en wireframe, ça peut être pas mal parce que du coup, on a directement la vue. C'est un peu une vue blueprint, quoi. Enfin, c'est rapide à éditer. Enfin, s'il n'y a pas trop de points. Quand il y a trop de points, ça commence à devenir compliqué. Mais voilà. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, quand vous avez trop de points, vous pouvez cacher des points aussi. Alors là, par exemple, si je fais ça, si je fais H, je peux cacher de la géométrie. La géométrie n'est pas supprimée, elle est juste cachée. Et quand je fais Alt H, elle revient. Ça peut permettre de se focus sur une partie de l'objet. Euh, voilà. À la limite, normalement, ça se mettra à jour. Ouais, voilà. Donc là, je suis. En fait, alors le H, quand on le fait en edit mode, il se désactive quand on sort de l'edit mode. Donc là, je suis repassé en object mode et là, on peut voir que ça a étiré la géométrie. Si je fais Alt H, en fait, il a tiré. Il est allé chercher ça, il est allé tirer. Parce que du coup, j'ai sélectionné cette partie. Donc oui, ça édite quand même les parties cachées. C'est juste qu'elles sont juste cachées à la vue. C'est plus pour cacher des choses dont on n'a pas besoin forcément pour le début. Sachant qu'on peut cacher des objets entiers. Je vais peut-être montrer ça d'ailleurs. Alors, quand on est en edit mode, donc on édite l'objet actuel. Un objet en soi, ça peut être, donc c'est de la géométrie, et plein d'autres informations que je ne vais pas expliquer tout de suite, mais voilà, c'est surtout de la géométrie. Et il n'est pas obligé d'être composé d'un objet unique, enfin, de géométrie unique qui est connectée qu'à elle-même. En fait, si vous faites Shift A, vous pouvez rajouter de la géométrie dans cet objet. Donc c'est toujours le même objet, mais par exemple, si j'ajoute une sphère, en fait, c'est une sphère qui va venir s'ajouter dans cet objet. Ça se place toujours en fonction du curseur 3D. Hein. Ouais. Là, c'est bien centré parce que j'ai fait exprès d'à peu près centrer le truc. Mais voilà. Et donc en fait, quand je sors de l'edit mode, la sphère et le truc que j'ai créé tout à l'heure, c'est un seul et même objet. Donc quand je les bouge, ils bougent ensemble. Voilà. C'est juste qu'ils partagent la même géométrie, même si c'est deux objets différents. Et je peux les éditer en même temps, etc., etc. Un petit tips pour la sélection, quand vous avez plusieurs objets comme ça qui ne sont pas connectés entre eux, si vous faites L, vous pouvez sélectionner directement tout l'objet qui est sous la souris. Voilà. C'est cumulatif d'ailleurs. Donc là, L, L, et là j'ai sélectionné les deux objets. Donc ça peut être très pratique si vous avez plein de petits objets, genre, imaginons j'ai plein de sphères. Ça, Shift D, Shift D, Shift D. Shift D, hein, toujours pour dupliquer. Et donc là, hop, L, 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 et je peux sélectionner toutes les sphères d'un coup et les bouger ensuite. Donc ça peut être pratique aussi. Voilà. Je retourne en edit mode. Bon, après, il y a le smooth. Smooth, c'est pour adoucir la géométrie. Donc par exemple, si je prends la sphère, ça va pas faire grand-chose sur une sphère, mais voilà. C'est plus sur des trucs comme si je prends Suzanne par exemple, si je fais smooth, voilà. Il va essayer de adoucir les coins. Ouais, c'est ça. En fait, il va adoucir en fonction des trucs sur le côté et souvent ça réduit de taille. Voilà. Donc ça peut être utile quand vous avez de la géométrie à adoucir, notamment. Un truc que j'ai pas montré, je vais rajouter un cube. Non, enfin, c'est la subdivision. En fait, on peut subdiviser pardon, un objet sur toutes ses faces en même temps, enfin sur toutes les faces sélectionnées en même temps.
C'est dans Edge, je crois, Subdivide. Moi, je vous conseille de le mettre aussi dans les Quick Favorites parce que c'est quand même vachement utile. Et donc là, si je fais Q de Quick Favorite, Divide, et là, je peux choisir le nombre de subdivisions de mon cube. Là, si je veux un Rubik's Cube, hop, un Rubik's Cube. Juste en cliquant 2 fois, et j'ai pas besoin de faire des loop cuts à la main et tout ça. Donc c'est très pratique pour rajouter rapidement de la géométrie. Sachant qu'il y a aussi des options, donc il y a justement une option de smoothness qui permet de, à partir d'un cube, plus je rajoute de face, plus ça devient une sphère en fait. Voilà. Si je mets la smoothness à 1, sinon je peux avoir un entre-deux, des trucs comme ça. Il y a aussi plein d'autres options, genre par exemple il y a les options fractales, qui sont un peu du randomness, genre ça part dans tous les sens. On peut choisir est-ce que c'est unlock normal, comme ça. Donc vous avez plein d'options qui sont toujours accessibles dans la subdivision. Et donc là je viens de juste de faire une subdivision et j'ai genre un astéroïde. Quoi. Ça peut être pratique pour aller assez vite. Il y a aussi des sites tout le temps. Voilà. Et derrière ça, par exemple, je fais un smooth. Hop, j'ai un astéroïde maintenant, mais un peu plus doux. Donc voilà, ça sert à ça le smooth. Voilà, après le reste, ouais, je vais pas forcément l'expliquer. Ah si, je vais peut-être expliquer un truc. Je vais revenir sur celui-là. Donc là, je vais rajouter une loupe. Voilà. Donc en fait, quand je rajoute une loupe, vous avez vu, alors je vais refaire, il propose toujours de la glisser par rapport à la géométrie. En fait, cette option, ça existe aussi quand on fait G en edit mode. Quand on fait G une deuxième fois, on a aussi cette option de pouvoir glisser le edge sur la géométrie. Donc ça permet, par exemple, si vous avez un truc à éditer, voilà, par exemple, si je fais ça là, et que je veux juste monter cette partie par rapport à cette géométrie-là, je fais G 2 fois, et ça peut donner des trucs sympas, genre garder en fait la position initiale, enfin la direction du truc en haut, sans pour autant le déformer, juste en déformant le bas, ou l'inverse, déformer le haut, mais juste pas le bas, ou des trucs comme ça. Donc c'est très cool, ça s'appelle les edge slides, ça. Ça peut sauver des vies des fois sur la géométrie, parce que sinon des fois on est obligé de faire genre G, Z, S, G, Z, S, et tout ça, et c'est assez fastidieux, alors que juste un edge slide, des fois ça résout tout. Des trucs assez sympas quand même. Voilà, donc des fois ça sauve la vie. Donc voilà, petit tips. Donc c'est Edge Slide ici ou c'est G 2 fois. Moi j'utilise G 2 fois perso, mais voilà, vous pouvez utiliser aussi le widget. Ensuite, je vais montrer un truc assez cool aussi pour la modélisation qui est pas forcément très connu. Enfin, il est assez connu qu'on sait, mais c'est le proportional editing. En fait, dans Blender, on a un truc qui permet de, genre si je sélectionne un point, d'avoir les points autour affectés quand je fais une action sur lui. Donc en gros, c'est ce petit truc là. Le raccourci c'est O, mais en vrai, juste cliquer puisqu'il est juste au-dessus, c'est pas mal aussi, hein, c'est pas un souci. Et donc là, si je fais bouger, en fait, je vais tirer le point et toute la géométrie autour de lui. Donc comme ça, je peux faire des actions qui se répercutent sur tous les points qui sont mitoyens à ce point-là en fait. Donc là par exemple, je tire la géométrie, et si je veux faire une montagne, bah, là j'ai une montagne par exemple. Le rayon, c'est pour tous les trucs de cercle comme ça, c'est toujours la molette. Ouais. Ouais. Si le rayon est trop petit, bah, en fait on voit rien. En fait, il faut toujours voir le cercle, et tout ce qui est dans le cercle en général est affecté. Donc des fois il faut vraiment l'agrandir, ça dépend de la taille des objets effectivement. De toute façon, il y a toujours des options ici. Et d'ailleurs, il a aussi des options de quelle forme prend cette déformation des points autour. C'est des genres d'interpolation. Donc par exemple, si je prends un plan, hop, et que je fais subdivide, alors je vais enlever toutes les options que j'ai mis tout à l'heure pour déformer. Voilà, je vais subdivider mon plan par 50 par exemple. Donc là j'ai plein de points sur le plan. Je vais prendre juste ce point-là. En fait là on voit que la transition bah, c'est la même que la petite icône. Genre ça commence doux, ça descend, ça redescend doux. En fait si je prends un autre truc, par exemple sphère ça va faire une courbure beaucoup plus dure sur la fin. Route ça sera un truc pointu. En haut, c'est un peu un mélange de sphère et d'un truc pointu. Inverse square c'est genre une racine carrée. Donc vous connaissez la racine carrée, c'est quand même la formule de la racine carrée. Sharp, c'est
une pointe. Et c'est aussi pas mal pour faire des trous en fait, genre des trous belles, genre par exemple dans un canapé, sauf des trucs comme ça, des bails du genre. Linéaire, il n'y a pas d'interpolation, genre c'est littéralement plat. Genre c'est une pente droite. Voilà. Constant, c'est genre un plateau. Ça prend tout ce qui est autour. Et voilà, ça c'est constant. Ça marche aussi. Alors ça, est-ce que ce serait pas un glitch? Ouais, voilà, c'est ça. C'est parce que j'avais Mirror Editing qui était coché, je crois. Un bail du genre. Mais je crois que c'était un bug. C'était un bug. Euh, ouais, c'était un bug. Ça devait être sûrement le Mirror Editing ou je sais pas quoi. J'ai dû activer sans vouloir. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des petits bugs dans cette version de Blender. Pas grave. Bon. En tout cas, voilà, constance c'est aussi là. Et après, il y a, très cool aussi, il y a random. Random qui va donner des directions aléatoires de plus ou moins fortes en fonction de la distance au point principal. Là, par exemple, j'ai les montagnes en 3 secondes. Ça peut être pas mal. Parce qu'après, derrière tout ça, on peut faire un smooth. Ouais, un truc comme ça. Et essayer de donner un peu de... Ah oui, un truc que j'ai pas expliqué pour la sélection. Si vous sélectionnez un point et vous faites CTRL+, en fait, vous pouvez agrandir la sélection par rapport au point central. Ça peut être pas mal aussi. Donc là, par exemple, si je prends la pointe de ma montagne et que je fais CTRL+, voilà, et comme ça, je peux essayer de smooth juste la montagne. Donc ça, c'est pas mal pour faire des terrains, en fait. Alors, je peux switcher entre les modes et faire des trucs un peu déformés par le vent ou je sais pas quoi. Ouais, genre là, j'ai un genre de panoramique, je sais pas. Ça peut être très très cool pour aller assez vite et itérer. Donc voilà, ça s'appelle le proportion editing et ça marche avec donc là j'ai fait juste bouger, mais ça marche aussi avec tout ce qui est rotation. Donc là, si je fais une rotation, ça va tout entraîner avec. Pareil si je le truc sur un seul axe, faire des genres de spirales. Enfin, il y a vraiment des trucs à faire. Il y a de quoi s'amuser. Voilà, donc ça c'était le proportion editing. N'oubliez pas de le désactiver si vous voulez pas affecter les faces autour. Des fois on oublie. Il y a aussi le connected only. Donc si vous avez notamment plusieurs objets qui sont à côté, je vais montrer ça sur lui là. En fait de base il va affecter tous les objets, enfin toute la géométrie. Alors faut que je le décoche. Voilà. De base il va affecter tout. Donc même les objets qui ne sont pas connectés. Si vous voulez juste affecter l'objet sur lequel vous êtes, vous cliquez connected only et ça va affecter que cet objet là. C'est juste une option comme ça. Voilà. Hmm. Ouais, alors, c'est un objet qui contient. Enfin, c'est dur à expliquer. Parce que je crois que mesh est une autre. Que là, ici, data. Ouais, le mesh, c'est genre la géométrie en général. Mais ça, c'est un object en fait. Le truc, c'est que les deux. En fait, l'object contient le mesh. Et dans le mesh, il peut avoir plusieurs géométries. Je sais pas si c'est clair. Mais ça, c'est la domination dans Blender. Mais en gros, donc, ouais. En gros, dans Blender, ce qui est considéré comme mesh, c'est toute la géométrie. L'object contient la géométrie plus d'autres trucs. Genre les matériaux et tout ça. Ça fait partie de l'objet, mais pas du mesh. Enfin, c'est appliqué sur. Enfin bref, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, mais après c'est du détail, je vais pas spécialement expliquer ça, mais en gros ce qu'il faut retenir juste, c'est qu'on peut avoir plusieurs géométries qui sont pas liées entre elles, euh, mais qui sont quand même dans le même objet. Alors oui, pour séparer, donc là si j'ai un objet et que je me dis, oh mince, je voulais mettre les sphères dans un autre objet, faire donc L, par exemple pour sélectionner ces objets-là. Ensuite il y a la touche qui s'appelle P, qui permet de séparer un objet d'un autre objet. Donc on peut séparer par matériaux, par parties qui sont pas reliées. Donc ça séparerait tout, mais je peux juste séparer aussi ma sélection. Et donc là, j'ai deux objets maintenant. J'ai cet objet-là, qui a donc les deux sphères, et cet objet-là, qui a ces deux sphères-là. Si je reviens et que je rajoute donc une troisième sphère, enfin même plus, voilà. Donc là, j'ai un objet avec plein de sphères. Si je veux tout séparer d'un coup, je fais P,
fail ou part. Et là, en fait, il m'a créé une sphère unique pour chaque. Pour vérifier si c'est un objet, en fait, ce qui est simple, c'est vous passez en edit mode. Si quand vous le sélectionnez, ça sélectionne tout, bah, c'est que ça est dans un seul objet. Si ça sélectionne pas tout, bah, c'est que c'est des objets différents. Il y a toujours ce petit outline orange, d'ailleurs, qui est sélectionné. Voilà. Je vais rajouter encore un objet. J'ai oublié de parler de snapping. Dans Blender, il y a du snapping aussi. Donc quand vous bougez un objet, de base, bah, là, c'est pas précis. Si vous écrivez 0.1 par exemple, ou 0.5, c'est précis, parce que du coup, vous choisissez spécifiquement, donc là, ça fait 50 cm. Mais il existe aussi, du coup, la touche contrôle, qui permet de bouger par incrément. De base, c'est sur des incréments. Et donc là, je bouge de 1 par 1. Si je fais CTRL et SHIFT, là, je peux bouger de 0.1 par 0.1. Donc SHIFT, c'est toujours pour garder de la précision, comme j'avais dit tout à l'heure. Et CTRL, là, c'est pour passer en mode snapping. Le mode snapping, d'ailleurs, c'est en gros, faire CTRL, c'est comme si on appuyait sur ça, ce petit aimant. Et là, le mode snapping est activé par défaut. Et par contre, si le petit aimant est cliqué, si vous faites CTRL, là, ça désactive le snapping. Voilà. Donc, en gros, ça va faire l'inverse de si c'est cliqué ou pas. Voilà. Sachant qu'il existe d'autres options de snapping. Hein. Il existe des options, par exemple, pour snapper sur la face. Si vous voulez mettre un objet sur une face, par exemple, vous pouvez utiliser ça. Mettre un objet sur juste un point, vous pouvez utiliser ça. Enfin, il y a plein de trucs différents, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que on n'aura pas le temps. Mais voilà. Donc, c'est possible. Donc là, on a vu un peu tout ce qui est édition de géométrie, tout ça, tout ça. Non, c'est pas mal déjà pour la géométrie. Je sais pas s'il y a des questions sur ça, peut-être. Je sais pas. Non, ça va. Ok. Bon, on va passer à la partie matériaux, du coup, je pense. Donc, les matériaux. Donc là, j'ai Suzanne. Et je me dis, donc là, je vais passer en mode de rendu. Je vais rapprocher la lumière de Suzanne. Là, bah, tout est blanc, en fait. Et je me dis, bah, peut-être que dans ma modé, je veux peut-être des couleurs, des trucs comme ça. En fait, tout ce qui est couleur, texture et tout ça, ça passe par le matériau. Donc là, quand je sélectionne l'objet, donc je suis en Object Mode, je peux, dans ce petit panneau ici, qui s'appelle Material, et la petite sphère rouge, je peux ajouter des matériaux. Donc quand je fais ça, hop, il en a rajouté un nouveau, et en fait, maintenant, il est appliqué sur tout l'objet. Donc là, je prends ça, et que je change la couleur, hop, je peux mettre Suzanne en bleu. Voilà. Et ça marche avec tous les objets. Donc là, si lui, il avait déjà un matériau, par exemple, si je fais ça, hop, tous les matériaux, enfin, tous les objets qui ont le même matériau que lui, parce que les matériaux, en gros, ils sont instanciés. Alors, en fait, on peut avoir un matériau sur plusieurs objets, et plusieurs objets qui utilisent un même matériau. Ça peut être pratique si, par exemple, vous avez des couleurs que vous pouvez utiliser, vous pouvez juste, hop, choisir les matériaux déjà existants en cliquant sur cette petite sphère-là. Là, si je veux la mettre bleue, hop, je vais donner bleu. Je vais mettre une bleu, hop, je vais donner bleu. Et donc, ces trois-là, là, partagent le même matériau. Après, bon, le matériau Blender, il y a beaucoup d'options, parce qu'en fait, bah, c'est un matériau qui est fait aussi pour le photoréalisme de base. Donc il y a tout ce qui est option de donc est-ce que ça renvoie beaucoup est-ce que c'est mat ou est-ce que c'est brillant? Donc là c'est plutôt brillant. D'ailleurs on peut voir les petites réflexions parce que j'ai le ray tracing activé. Je vous montrerai ça juste après je pense. Mais donc on peut voir les réflexions des autres objets. Et par contre si je monte la roughness, hop, les réflexions deviennent floues. Et aussi la réflexion de la lumière devient floue. Donc la roughness en gros c'est la dureté techniquement de l'objet, mais c'est est-ce que c'est brillant ou pas. Plus c'est proche de zéro, plus ça brille. Et plus c'est loin, plus c'est mat, et plus c'est mat quoi. Je sais pas comment expliquer mieux. Voilà, donc là je suis à autour de 0.5, qui est la moyenne. Je vais parler vite fait des options de rendu, parce que du coup là on est avec Eevee. En fait, Eevee a ses paramètres de rendu spécifiques. Donc vous avez les noms de samples. Les samples, c'est en gros combien de fois il va calculer pour affiner l'éclairage. Donc là par exemple, on voit j'ai un peu de bruit dans les ombres. Parce que je peux monter plus haut, genre si je monte à 64. Genre les ombres seront plus douces. Si je mets à 1, hop, là on voit tout de suite que le calcul, ben, il a juste calculé une seule fois. Il n'a pas recalculé deux fois et du coup j'ai beaucoup de bruit. Donc en fait c'est du temps réel, mais il y a quand même du calcul qui se fait. Et d'ailleurs ça se voit un peu quand je bouge, ça bouge un tout petit peu dans l'image. Donc voilà, donc si vous voulez une meilleure qualité de l'image, souvent vous pouvez monter juste les samples et ça rendra mieux au niveau des ombres et tout ça. Après il y a quand même des limitations, genre là on voit qu'il y a des pixels. Ça c'est aussi des paramètres ajustés ailleurs. Vous avez des paramètres pour les ombres, donc pour choisir le nombre de rayons, est-ce qu'il y a des ombres dans les volumes, des trucs comme ça.
Je vais pas rentrer trop dans les détails. Les trucs importants, c'est le ray tracing. Maintenant, depuis plusieurs versions dans Blender, il y a du ray tracing dans Eevee. Si je le désactive, en gros, je perds une tonne d'informations au niveau de l'éclairage. Si je le réactive, hop. Donc, en gros, ça permet d'avoir des choses beaucoup plus réalistes en termes d'éclairage, de ray tracing. Et pourtant, ça tourne plutôt en temps réel. C'est plutôt pas mal, c'est quand même assez opti. Franchement, ça va. Eevee est vraiment bien opti, je trouve. Bah là avec et sans, il n'y a pas de grande différence, honnêtement. Et de toute façon, c'est désactivable. Et aussi, on peut choisir la résolution du ray tracing. Genre, si je veux, je peux faire un ray tracing de très basse qualité. Genre là, il est sur 1/16. Genre, je sais pas si je peux le montrer. Il faudrait que je fais en sorte que Shizen réfléchisse bien. La lumière. Peut-être même faire autre chose. Je vais faire un autre. Je vais faire un cube. Pour bien réfléchir, je vais faire un miroir. Hop. Et donc, la réflexion est vraiment très moche. Parce que du coup, c'est sur 1/16. C'est pas super bien calculé d'ailleurs, puisque en fait, le ray tracing de Eevee se fait par rapport à la vue. Donc là, on a par exemple des morceaux qui disparaissent parce que on les voit pas en fait dans l'image. Donc c'est pas parfait, mais pour la plupart des trucs, ça va. Donc si j'augmente la résolution, en fait, plus la réflexion sera nette. Et là, on peut voir que effectivement, la réflexion, elle est un peu buggée, mais c'est ok. En général, pour la plupart des cas, ça va, sachant qu'il existe des trucs pour améliorer les réflexions pour qu'ils calculent même les trucs qui sont cachés. Ça, c'est du détail, je vous expliquerai pas ça aujourd'hui, je pense. Voilà. Après, on a des options genre de précision, justement. On veut que ça soit très précis ou pas. Et d'autres trucs, ça c'est pour la Global Illumination, c'est en gros pour que la lumière rebondisse sur les objets. Voilà, c'est désactivable et tout ça. Enfin, il y a plein d'options, je vais pas tout expliquer. Mais voilà. En tout cas, c'est souvent bien d'avoir le ray tracing activé par défaut, ça donne le meilleur rendu. Et je reviens aux matériaux. Donc là, ce que j'ai fait par exemple pour faire un genre de miroir, je l'ai mis en métallique. En fait, métallique, ça permet de donner ça fait métal en fait, à des objets. Je vais mettre du bevel d'ailleurs sur. Il y a autre truc que j'ai oublié de préciser. Euh, En fait, là, dans la géométrie, on peut voir les faces. Souvent, c'est pas trop ce qu'on veut. En général, on veut que ça soit lisse la géométrie. Il existe un mode en gros, d'interpolation, je sais pas comment expliquer ça, qui permet de lisser la surface, même si la géométrie, elle est pas hyper détaillée. En fait, on n'a pas besoin de rajouter de la géométrie infinie pour avoir un truc lisse. Ça se trouve dans Object, Shade Smooth. Donc il y a ces trois-là. En fait, Shade Flat, c'est le mode de base. Oui, c'est aussi disponible dans clic droit si vous avez le clic gauche en sélection. Sinon, c'est pas possible. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans les quick favorites. C'est genre mon premier dans les quick favorites, un truc comme ça. Donc voilà, si je fais Shake Mousse, hop, la géométrie devient lisse. Et après, il y a d'autres modes. Genre, par exemple, si je fais hop, je fais un inset assez violent. En fait, on a des problèmes, des artefacts souvent. Quand on fait Shake Smooth, c'est que la géométrie, il y a très peu de géométrie. Alors là, l'angle est tellement violent qu'il n'arrive pas à faire l'interpolation entre les deux. Par contre, il existe un truc qui s'appelle Shade Autosmooth. Alors, il marche plus, mais sinon, c'est bon, je vais pas expliquer ça. Mais en gros, de base, c'est un modifier qui va rajouter. C'est dire qu'il marche plus, en fait. C'est très étrange. En tout cas, normalement, Shade Autosmooth fonctionne. Il y a peut-être un bug dans la nouvelle version. C'est pas grave. Bon, en gros, est-ce que j'ai un. Et voilà. En gros, c'est un modifier qui va rajouter un Edge Split. Edge Split, en gros, c'est pour. C'est un peu comme. Ah, je sais pas comment l'expliquer. Bon. En tout cas, normalement, chez Smooth devrait marcher. C'est même bizarre qu'il n'y ait pas Smooth by Angle. Je pense que j'ai pris la dernière version, c'est peut-être pour ça. Normalement, il devrait marcher quand même. Hmm, mal. Non, je vais quand même vérifier dans Geometry Node. Bon, je vais faire un truc rapidos, je vais pas expliquer ça, mais. Hmm, ouais, c'est étrange. Ça marchait la version précédente, je crois. Donc, c'est étrange. En tout cas, ça revient à peu près à faire un edge split. Sachez juste que le edge split, en gros, il va séparer la géométrie par rapport à des angles. Du coup, c'est pour ça. En fait, c'est comme si les faces n'étaient plus connectées entre elles. Donc, faut faire attention quand même, parce que si vous l'appliquez, voilà, si je l'applique, en gros, cette face, elle est plus collée. Cette face est plus collée. Ça, c'est plus collé. Donc, en général, on évite l'edge split, surtout si vous vous exportez derrière.
Mais là, ça fixe en fait le rendu. Ça peut être pas mal de l'avoir juste pour fixer le rendu. Mais normalement, bon, normalement ça avait changé, c'est plus comme ça, mais c'est assez étrange que ça bug. Ouais, ouais. Non, c'est peut-être, ça doit être un bug de Blender de la nouvelle version. Il faudra que je regarde ça plus tard. Bon, en tout cas, Smooth Biangle, normalement, devrait marcher pour vous. Et lui, par contre, on ne sépare pas la géométrie. Donc, ça devrait être le bon mode. Ouais, je vais pas m'attarder sur ça. Donc, bref. Imaginons, je veuille du coup faire un shading à Suzanne. Donc, j'ai rajouté, puisque j'étais dessus, on a ce qui s'appelle les modifiers. En gros, c'est comme des filtres Photoshop, mais pour de la géométrie. Du coup, non destructifs. Donc, en gros, on peut revenir en arrière, on peut les supprimer, tout ça. On peut les appliquer aussi si besoin. Un des plus connus, enfin les plus utilisés, c'est subdivision de surface, qui en gros rajoute de. Genre, c'est comme si je faisais un subdivision. D'ailleurs, si je viens en edit mode, en fait, vous pouvez voir que la géométrie elle est toujours là. Genre, la vraie géométrie, elle est en dessous. C'est juste que plus j'augmente, plus il va donner des points et plus il va adoucir la surface. Voilà, donc sachant qu'il y a aussi le mode simple. Le mode simple va juste rajouter des points en plus. Mais le display, il faut le désactiver hein, si vous voulez voir les points qui sont vraiment rajoutés. Sinon, il met juste la géométrie originale. Et que celle-là, tu peux la désactiver à tout moment. Et elle s'applique sur tout l'objet. Après, il y a des options en plus, mais voilà. Surtout ça qui est cool, c'est que en fait, tu peux modifier ta géométrie originale et tu vois, ça s'adapte automatiquement. C'est un peu comme si tu faisais du proportional editing, tu vois, parce que du coup, ça va lisser entre les faces. Donc ça, c'est très cool pour juste pour avoir une géométrie clean, enfin ronde, arrondie, tout ça, à la fin. Là, je vais faire un shade smooth sur Suzanne en plus. Et donc maintenant, je sais pas, j'ai jamais utilisé S Max, c'est peut-être, hein, peut-être. Peut-être un truc comme ça. Voilà, donc là, du coup, j'ai Suzanne qui est plus ronde. Donc là, Suzanne est toute bleue. Il y a plein d'options, donc je peux faire en sorte que ça soit un peu plus mat. Des options de diffuse, subsurface, spécular. Spécular, c'est la petite réflexion blanche. On peut la teinter d'ailleurs. Si vous voulez un truc teinté, vous pouvez teinter les réflexions. Moi, je vais pas trop y toucher, j'avoue là. On peut choisir est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas. Si vous voulez vraiment un truc vraiment mat, je vais désactiver les réflexions. Je vais le mettre à 2, c'est pas mal. Transmission, c'est est-ce que c'est de la vitre ou pas. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour Eevee parce qu'en plus il y a des options en plus, mais possible de faire de la vitre. Ça. Coat, c'est un revêtement comme si c'était de la peinture métallique. Genre, c'est un peu une peinture de voiture. Ajoute sur les côtés en fait. Si je. Euh, je sais pas trop comment le. Ouais, voilà, c'est un peu une peinture qui s'ajoute par-dessus l'objet. Je sais pas trop comment expliquer plus que ça, mais voilà, bon. En général, on n'utilise pas Coat. À part si vous pouvez vraiment faire des voitures et des trucs comme ça. Et Sheen, c'est plus pour un peu des trucs comme du velours. Ça rajoute un truc autour là, qui est teintable. Ça peut donner aussi des effets un peu plus. C'est ce que je fais là, mais Sheen, c'est juste pour rajouter un effet autour qu'on peut teinter. Et on peut choisir aussi est-ce qu'il est très présent ou pas avec Roughness. Voilà. Là, je repars sur un truc de base. Imaginons, je sais pas, moi je me dis, je veux colorer une partie de Suzanne. Donc du coup, c'est un seul objet là. Ce qu'on peut faire en fait, c'est si je crée un nouveau matériau, donc je vais créer un nouveau matériau, je me dis par exemple, je veux des yeux noirs. Je vais mettre un matériau noir comme ça, un gris comme ça. Si je vais en edit mode, que je sélectionne donc les yeux. Donc là, dans Suzanne, ce qui est bien, c'est que les yeux, c'est des objets différents, donc je fais juste L pour les sélectionner. En fait, je peux assigner un matériau qui est déjà présent à cette géométrie. Du coup, là, j'ai deux matériaux sur un même objet. Donc la géométrie, elle est différente. Je peux juste sélectionner des faces, hein, d'ailleurs. Donc, par exemple, si je veux, je sais pas, le nez, hop, assigner sur le nez. Voilà, d'ailleurs, on voit l'effet de la subdivision qui va arrondir. Voilà. Et donc là, en fait, on a deux matériaux sur l'objet avec le matériau est sur les faces. Quoi.
Voilà, donc ça permet de mélanger les matériaux. Si vous avez par exemple un truc qui est métallique, un truc, voilà, sans passer par des textures. Donc là, c'est vraiment basé sur la géométrie. Voilà. Je vais pas rentrer ensuite dans le shading avancé, mais en gros, avec ce truc de shading, il y a une version nodale pour faire tout ce qui est shader et tout ça, pour faire des textures procédurales. Il y a plein d'options. Si on clique sur les petits points, en fait, c'est pour connecter des nodes, mais c'est pas la façon la plus simple de le faire, puisqu'il y a vraiment un node editor spécifique pour les shaders. Que je vais pas forcément montrer parce que là, il reste genre 1 minute. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que je peux montrer vite fait avant la fin? Donc oui, il y a les lights aussi. Donc là, je suis dans Eevee, je peux bouger des lights. Si je fais Shift D, je peux dupliquer ma light. Là, je peux avoir une autre light. Et les lights aussi ont des paramètres de matériaux. Donc là, si je vais ici dans Data, je peux choisir la couleur de ma light. Là, si je la mets ici, je peux avoir une light bleue dans le dos de Suzanne. Je peux choisir aussi son rayon. Là, je peux faire un rayon beaucoup plus grand. D'ailleurs, ça se voit notamment sur le métallique. Genre, on voit vraiment le rayon très net. Voilà. Et je peux aussi choisir sa puissance. Sa puissance est calculée en watts. C'est un peu physiquement correct. Si je mets 5000 watts par exemple, ça va éclairer beaucoup plus. Et voilà, et du coup forcément ça baisse en fonction de la distance, etc., etc. Voilà. Plus le rayon d'une light est grand d'ailleurs, plus ses ombres seront douces. Alors là si j'agrandis, on voit que les ombres deviennent plus douces à tous les endroits. Il y a aussi une option pour les ombres, pour la résolution des ombres, c'est ici. Si j'ai des ombres vraiment très sharp et je me dis j'aime pas trop que ça soit pixelisé, hop, je peux baisser la résolution ici. Pour avoir des ombres vraiment sharp. Ça se fait dans chaque light. En fait, chaque light peut avoir une résolution différente. Voilà. Donc je vais remonter un peu la résolution, j'ai pas besoin de temps, et je vais augmenter la résolution. Je peux faire des éclairages différents. Donc là, je suis sur des point lights, donc des lumières ponctuelles, qui émettent dans toutes les directions. Mais je peux aussi, donc si je duplique, je peux aussi faire une sunlight, qui est du coup une lampe directionnelle. Bon, par contre, la sunlight, il faut beaucoup baisser l'intensité. 5000 watts pour une sunlight, c'est énorme. On peut mettre 5 de puissance. Et donc là, ça éclaire partout de la même direction. Des rayons parallèles, etc. Il y a aussi une notion d'angle pour le soleil. Donc si vous voulez des ombres douces avec le soleil, juste vous bougez l'angle. Voilà. Le soleil. Ensuite, on a le spotlight, qui est littéralement un spot, quoi. Avec des options de rayons internes, rayons externes. Notamment ici, on peut dire. Donc l'angle, le blend, c'est à quel point il y a une transition entre l'intérieur et l'extérieur. Des trucs. Il y a Reduce aussi. Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein d'options. Je peux tout expliquer. De toute façon, le spot, c'est pas le plus utilisé parce qu'après, il y a l'Airalight, qui est vraiment incroyable. Ou juste, on peut choisir donc un rectangle, par exemple, et l'orienter. Genre, c'est comme si c'était une vraie light dans la vraie vie, quoi, genre un smartphone ou des trucs comme ça. C'est assez cool, les Airalights, ça donne souvent des éclairages assez sympas. Voilà, donc si j'enlève ma paint light, par exemple, je garde que l'Airalight. Je mets une Airalight ici, j'en mets une en dessous, la color. Ça. On peut avoir des éclairages un peu sympas quand même avec ces Airalights. Sachant qu'il y a plusieurs formes possibles. Il y a le carré, de base. Il y a le rectangle que j'ai montré. Il y a aussi le disque. Donc on peut faire des disques avec. Et il y a aussi des ellipses. Donc si vous faites une ellipse, ça peut donner des trucs assez sympas. Et du coup, oui, plus le rayon est grand, plus leurs ombres seront douces. Là, si je prends le disque, je baisse son. Normalement, les ombres seront un peu plus nettes. Voilà. C'est pas trop mal. Pour cacher d'ailleurs toutes les là qu'on commence à avoir plein de trucs sur la scène et qu'on veut mieux visualiser le rendu final, on peut cliquer ici pour désactiver tous les overlays. Et ici c'est pour désactiver les widgets. Les widgets c'est tout ce qui est des trucs comme ça qu'on peut interagir avec. Là je peux désactiver et je peux désactiver les overlays et là du coup c'est comme si j'avais le rendu final en réel. Ça peut être pas mal pour voir est-ce que mon éclairage me plaît, etc. sans avoir de pollution visuelle.
Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais pas. Non, pas de questions. Une envie sur un dernier truc à voir ou... Non. Qu'est-ce que je peux expliquer? Je peux peut-être expliquer le shader, vite fait. J'oublie sûrement des trucs hein, d'ailleurs, mais les modifiers aussi c'est très cool. Mais j'aurais peut-être pas le temps de tout expliquer parce qu'il y a beaucoup de modifiers, mais je vais aller dans les onglets. En fait, en haut là, on a plein d'onglets différents. Donc on a Geometry Node, Scripting parce qu'on peut scripter, Compositing, Rendering, etc. L'animation. Il y a un onglet Shading, qui peut être pas mal. Si vous voulez pas vous embêter à tout setup votre Blender, juste vous allez sur Shading et vous avez déjà l'éditeur de node de shader qui est ici. Vous pouvez prévisualiser des textures là, vous pouvez avoir votre exploiteur de fichiers ici. Et donc ça, c'est l'éditeur de node de Blender. D'ailleurs, de base, on est dans le mode justement look dev, qui n'est pas le rendu final, mais qui est genre c'est le moteur de rendu final, mais avec un autre éclairage. Pour visualiser, donc comme je disais tout à l'heure, les matériaux. Et il y a toujours une map à 360 degrés pour voir justement les réflexions. Genre là, on peut bien voir l'effet miroir, alors que dans le rendu final, là, comme il n'y a rien autour, comme tout est gris, ben, on voit pas trop les réflexions. Ça peut être pas mal. Et donc, voilà, on a accès à plein de trucs. Donc par exemple, si je pars sur le terrain, là, je vais lui créer un matériau. Voilà. Et voilà. Et tous. En fait, on a accès à plein de choses. Donc toujours Shift A si on veut ajouter des nodes, comme on veut ajouter des matériaux. Et c'est aussi accessible ici. Et donc par exemple, si on veut rajouter, je sais pas moi, des textures, on a accès à plein de textures ici. On peut ajouter aussi des images textures. Mais par exemple, si je prends juste un noise de base, on peut y accéder ici, le brancher. Hop, je vois le noise. D'ailleurs, petit détail, si jamais vous voulez faire du nodal, activez la donne Node Wrangler, qui est un plus de base dans Blender. Par là, Node Wrangler, voilà. Celui-là. S'il apparaît pas ici, c'est dans Get Extension, sûrement Node Wrangler. Mais je pense qu'il est déjà dans la donne de base. Ça permet en fait d'aller beaucoup plus vite quand on fait des connexions. Donc, par exemple, si on veut prévisualiser une texture, sans s'embêter à la connecter à la main, au bout, etc. On fait CTRL-SHIFT et clique sur la texture, et hop, il va la brancher automatiquement. Pareil, si je fais... En fait, on peut directement switcher juste en faisant un CTRL-SHIFT et clic. Et attends, j'ai pas mes raccourcis, je vais peut-être afficher mes raccourcis, moi. Ils sont là? Ok, étrange. Voilà. On peut faire CTRL-SHIFT-clic pour visualiser des textures directement, sans passer par le shader. Parce que quand je mets le shader, en fait, il y a tous l'éclairage se rajoute. Donc là, on voit la texture telle quelle, et là, on voit avec l'éclairage. Et donc, ces textures-là, donc c'est des textures procédurales, on peut faire plein de trucs dessus, des paramètres de taille, de roughness, de distorsion. Il y a moyen de faire pas mal de choses. Bonjour. Oui, pas de souci. Bah, du coup, je vais m'arrêter là pour ce soir. Enfin, voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont possibles avec aussi l'éditeur de shader. Mais je m'arrêterai là pour ce soir. Voilà. Je pense que c'est la fin du cours. Voilà, voilà. Salut.